À l'école, première de la classe. Tu es une bosseuse et tes profs t'attendent au tournant. Tu es sage comme une image, quelques bavardages, mais tu te reprends vite pour avoir un bon bulletin. Au collège, tu deviens un moteur de classe, tu reçois les félicitations, tu es un exemple. Les attentes sont de plus en plus hautes. Tu as habitué ton entourage à une certaine excellence. Au lycée, tu t'épuises pour rester à la hauteur de ces standards. Ça demande parfois des sacrifices, mais tu te dis que travailler dur, ça finit toujours par payer. Une fois dans le monde du travail, tu te rends compte que la culture du mérite, c'est fini. Ici, c'est la jungle. L'initiative, le culot sont des qualités valorisées dans un monde où on t'a toujours dit de respecter les règles pour réussir. Tu ne sais pas faire autre chose que rester dans les clous, mais ce n'est plus suffisant. Alors tu donnes toujours plus, et ça ne sera jamais assez pour dépasser tous les autres qui ont osé briser les codes. Tu es épuisé d'un travail acharné et d'injustice. C'est le syndrome de la bonne élève. Et qu'est-ce que le syndrome de la bonne élève? Je le mets volontairement au féminin, mais on est d'accord qu'il n'est pas que réservé aux femmes. On notera quand même que sur Wikipédia, la page est par défaut au féminin, comme cette vidéo, et mon but c'est de vous expliquer pourquoi. Le décor est posé avec le nom. On parle d'école, d'obéissance, d'attente, de bonnes notes. On parle de syndrome pour mettre en lumière un comportement non désiré, non volontaire, d'une personne qui reproduit les codes d'un bon élève à l'école, qui va tout faire pour obtenir les félicitations de son entourage, en particulier de ses profs, et donc de quelqu'un de supérieur. Le comportement de quelqu'un qui souffre de ce syndrome, c'est de suivre ce qu'on lui a un jour dit de faire, d'essayer d'être toujours la meilleure, de suivre les codes, et surtout de s'auto-flageller si quelque chose n'est pas bien. Du perfectionnisme, mais en accord avec ce que les supérieurs ont déjà enseigné. Suivre les règles, être bien carré, correspondre à une structure donnée. Donc tout l'enjeu ici, c'est de correspondre à des attentes. L'école a beau être un passage obligatoire pour tous les enfants, c'est aussi un environnement de pression à la réussite. Un enfant normal doit réussir pour aller au niveau supérieur et être égal à ses pairs, puisqu'il suit le cursus et doit avoir un développement normal. Or, si la note de passage est 10 sur 20 minimum, l'école attend des élèves de dépasser la moyenne malgré tout. On félicite les très bons élèves aux bonnes notes et on les érige en exemple. On observe une véritable hiérarchie et je pense qu'on a tous vécu cette ambiance de classement, cette course au premier de la classe, ou alors j'ai vécu une enfance très stressante. C'est probablement ça. Dans ce cadre-là, les élèves au plus bas de l'échelle sont encore plus montrés du doigt. Ils n'atteignent pas le minimum qui a en fait augmenté. Les attentes sont beaucoup plus hautes. Mais quelles sont ces attentes au final? Des bonnes notes, oui, mais comment les obtient-on? C'est simple, en fournissant les réponses que les supérieurs qui distribuent les notes veulent voir. Il y a une méthodologie, une façon de faire. On attend des élèves d'être ordonnés, de suivre la structure, de se faire comprendre et surtout de donner la bonne réponse. Ok, mais du coup, quel est le lien avec nos vies d'adultes actuelles? Quand on est enfant, l'école, c'est notre vie entière, notre quotidien, on voit que ça. L'influence est donc énorme. Notre personnalité, nos biais cognitifs, nos croyances se façonnent sur ce qu'on nous montre, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous enseigne. Alors, si on est mauvais élève, on aura l'habitude de décevoir. On nous apprendra qu'on sera jamais assez bien pour recevoir les félicitations. Ça donnera un comportement d'évitement de rebelle. Sauf qu'à l'inverse, quand on est étiqueté moteur de classe, les attentes sont encore plus hautes et on attendra de nous l'excellence. On aura habitué notre entourage à notre meilleur, on a validé un nouveau standard. Quand t'es moteur de classe, on attend de toi que tu fasses bouger le reste de tes camarades. Que ta participation, ton engouement pour l'école, tes bonnes notes motivent les autres à faire pareil, éveiller la compétition quoi. En fait, on attend de toi que tu fasses l'animation. Je me rappelle très clairement que mes profs évoquaient ça toute ma scolarité. Lisa est un moteur de classe. Puis à un moment, j'ai décidé que c'était pas mon rôle d'assurer la réussite des autres en plus du lourd poids de la mienne déjà. Et puis, on m'a dit dans mon bulletin, Lisa pourrait être plus moteur de classe que ça. Les standards avaient déjà augmenté, c'était trop tard. En fait, tout ce que tu fais, c'est jamais assez, parce que les attentes évoluent, donc il faut quand même tout faire pour correspondre aux nouvelles attentes. Ça crée une course à la réussite qui va toujours plus loin. Puis on devient adulte, on grandit avec ses bagages. On a créé un trait de personnalité obsédé par la réussite, par les félicitations, par la validation des autres. On a intériorisé toutes ces attentes, l'ordre, la structure, l'excellence.
On se met des objectifs toujours plus hauts. On n'est jamais satisfait. On se tue à la tâche pour produire quelque chose de parfait. Au travail, on est des employés modèles. Tout est rendu dans les temps, sans faute, même si ça a demandé des sacrifices. On est docile, on remet rien en question, c'est l'autorité qui a raison, et on n'ose pas sortir des clous. Et même dans nos études ou dans nos projets pro ou perso qui ne dépendent que de nous, on veut suivre une trame précise, on travaille beaucoup, on veut s'assurer que tout soit correct. On croit qu'il faut travailler comme si pour que ce soit bien fait, et pas comme ça parce que ça c'est pas vraiment travailler. TMTC, si tu tiens pas à ton planning à la lettre, tu es une grosse merde. Et du coup, tu fais des attentes de la société, ton chemin de vie. Mais pourquoi en particulier les femmes? Pas le patriarcat. Non, finalement, on revient à cette idée d'attente. On éduque les femmes, donc petites filles, à être plus sages que les garçons, rester à leur place, se taire, et donc être subordonnées. Avant qu'on me dise « Oh, on est en 2022, ça n'existe plus, ça !» Malheureusement, ces comportements sont souvent invisibles, involontaires, parce qu'on a perpétué ça pendant des siècles. Et au final, on aura beau dire ce qu'on veut, la domination des hommes, en tout cas, même implicite, a encore de beaux jours devant elle. Mais là n'est pas le sujet. Les garçons sont turbulents, on le sait. Toutes les filles qui regardent cette vidéo pourront dire qu'on leur a un jour dit « Non mais c'est normal qu'ils t'embêtent, ils t'aiment bien ». C'est le fameux « Boys will be boys ». Un mauvais comportement chez eux, ça passe mieux. Et du coup, les attentes pour les garçons sont plus basses, puisque leurs standards sont de base assez bas. Encore une fois, ça dépend de l'éducation des parents, mais on essaye d'analyser une tendance ici. Les filles sont meilleures élèves que les garçons, on l'entend souvent. Ça vient donc du fait qu'on a une autre manière de les éduquer dès leur plus jeune âge, à obéir, correspondre aux règles. Mais cette attente crée une pression sociale. Les femmes doivent donc fournir plus d'efforts pour correspondre à des standards qui sont plus hauts pour elles. L'échec n'a pas sa place, puisque ça les ferait descendre trop bas. Ne plus correspondre aux attentes, c'est risquer d'être ostracisé, montré du doigt, rejeté. Alors que les hommes qui osent sortir des clous sont valorisés par leur prise d'initiative. Chez les adultes se crée alors ce syndrome de la bonne élève qui nous poursuit toute notre vie professionnelle pour tenter de plaire au monde du travail et de gagner notre place dans la société. Ça découle d'un besoin de validation extérieure et d'intériorisation de ce phénomène. Le syndrome, c'est la quête infinie pour la validation. On ne vit pas pour faire ce qu'on aime, on vit pour réussir et exceller puisque notre expression personnelle n'a jamais été valorisée. Comme on a appris à être sage et que les réprimandes étaient plus fortes pour les filles que pour les garçons, on est sans cesse en quête de validation par quelqu'un d'autre, puisque c'est le jugement de ce supérieur qui validera notre bon comportement. D'après le magazine Marie-Claire, le syndrome de la bonne élève résulte d'une construction psychique relativement complexe dans laquelle la jeune fille ne trouvera satisfaction que si elle est félicitée par autrui. Pour cela, elle va travailler de manière acharnée afin d'obtenir de bonnes notes et l'approbation de ses professeurs. La note va devenir pour elle un véritable référentiel de sa valeur intrinsèque. En gros, la validation des gens, donc extérieure, est maintenant liée de façon permanente à la valeur qu'elle s'apporte à elle-même. Sa confiance en soi en est impactée, elle laisse le regard des autres la définir complètement. Elle n'est plus, et en fait n'a jamais été, au contrôle de sa propre réussite. Outre la réussite en elle-même, les codes mêmes qu'elle a appris pour rester disciplinée sont définis comme étant ceux à suivre. À ses yeux, il n'y a donc plus qu'une manière de faire, celle attendue par la société. La structure, les règles, la discipline. Alors qu'elle n'a jamais été encouragée à s'exprimer, ses codes deviennent les siens. Elle a intériorisé les dictates imposés par la société. Intérioriser, c'est le processus par lequel certains éléments du monde extérieur sont intégrés au fonctionnement mental de l'individu. En gros, tu t'appropries des choses que tu vois, tu reproduis des schémas qu'on t'a inculqués, et même si tu ne les apprécies pas ou qu'ils ne sont pas bons pour toi. Inconsciemment, tu t'auto-flagelles quand quelque chose n'est pas assez bien. Tu essayes de t'organiser assidûment, de suivre un emploi du temps, et même si ton fonctionnement naturel est à l'opposé, parce que tu crois que c'est la bonne manière de faire. T'es en mode pilote automatique, programmé par un monde qui attend toujours plus et qui ne t'a jamais laissé t'exprimer. Au final, ça rapporte à l'infantilisation et la subordination. On va pas se mentir, un complexe qui reprend les mots « bon élève », ça nous ramène quand même quelques décennies en arrière quand on était bien docile. Être victime de ce comportement, c'est être trop sage, comme un enfant qui obéit.
on reprend d'ailleurs ce qui est écrit sur la page Wikipédia, a du mal à s'évaluer elle-même. Pas d'initiative, on manque d'autonomie parce qu'on s'est habitué à attendre l'aval d'au-dessus. D'après Sylvie Ayral, dans La Fabrique à garçons, 80% des punitions au collège s'appliquent à des garçons. Les enseignants affirment que ces punitions sont si nombreuses pour les garçons car elles n'ont aucun effet sur eux. Ils veulent montrer leur virilité, plaire aux filles. Et la désobéissance chez les garçons peut venir de plein d'origines différentes. Mais le verdict est le même, ils ne craignent pas la hiérarchie, elle n'a aucune emprise sur eux. C'est ainsi que se crée un détachement à l'autorité, alors que les filles la respectent. Encore une fois, un comportement presque archaïque qui a la vie dure. Et oui, avec un sexisme presque invisible, les femmes apprennent à être gentilles, à bien faire leurs devoirs. Le devoir de femme a encore un bel avenir devant lui, faire des efforts, faire plaisir dans l'attente d'une récompense. On dirait clairement qu'on parle d'un petit chien ou d'un enfant sage. Et c'est malheureusement dans cette ambiance pas ouf que les femmes évoluent dans le monde du travail, notamment. Ce syndrome appelle à l'adaptation, parce qu'il faut prouver sa place et gagner sa légitimité. La suite logique, c'est que les femmes doivent faire plus d'efforts que les hommes pour arriver aux mêmes opportunités qu'eux. Dans le monde du travail, c'est pas respecter les règles qui va primer, ça va être le culot, l'initiative. Mais les femmes qui ont appris autrement ont encore tendance à jouer à ce jeu du mérite. Sur les plateaux télé, on voit des mecs en costard qui sont experts, et peu de femmes. En politique, c'est pire. Je pense à cet extrait où une femme s'exprime et on voit clairement ce mec a un regard amusé, un irrespect sans nom. Tout ça pour interrompre un discours important d'une sénatrice et la réduire à sa condition de nana. Cet exemple illustre parfaitement que peu importe l'expertise d'une femme, elle aura toujours plus à faire pour gagner sa place puisque sa classe de femmes prime sur ses capacités. Comme elles n'ont appris que les codes qu'on attend d'elles, elles le reproduisent dans leur milieu professionnel. La plupart des dirigeantes sont alors vues comme aigries, désagréables. Elles vont monter au créneau pour des détails par souci de perfection, alors qu'en tant que cadre, on est payé pour prendre des risques, pas pour appliquer. Les femmes respectent les règles et les process, les hommes franchissent les lignes. Elles n'ont alors pas la bonne tactique pour jouer au jeu de l'évolution dans le milieu professionnel. Leur promotion prendra plus de temps, plus d'efforts. Et elles devront trouver un moyen de sortir de leur syndrome de la bonne élève. Une conséquence non négligeable, c'est que ça fait effacer sa personnalité et ses envies. Se mettre dans la bonne case, c'est laisser tomber sa propre personnalité. On sacrifie ce qu'on aime, qui l'on est, au profit du bon chemin. D'après cet article, la reconversion chez les femmes est 6 points supérieure à celle des hommes. On pourrait penser, parmi la volonté de gagner plus, d'avoir plus de temps pour leur famille, que les femmes se rendent compte qu'elles ne font pas un métier qui leur plaît au bout d'un moment dans leur carrière et qu'elles ont plus tendance à se sentir pas à leur place au travail par rapport aux hommes. Devenir une bonne élève, c'est faire taire sa personnalité et donc les bons élèves n'osent pas s'exprimer de peur de faire quelque chose qui n'est pas demandé ou de ne pas faire la chose qui est demandée. C'est donc une habitude qui se crée en fait, on intériorise ça, on va le créer toute notre vie parce que c'est tout ce qu'on connaît. On n'ose pas sortir du schéma classique parce que ça rimerait avec échec. Si on ne suit pas les règles, on risque d'être rejeté, donc on se met dans la peau de quelqu'un d'autre pour être intégré. Il est censé y avoir qu'une seule manière de faire, et il faut donc neutraliser tout ce qui est un peu trop coloré. Et ça, entre nous, c'est grave triste, parce que c'est quand même ce qui fait de nous, nous. Il y a des choses pour lesquelles on n'ose même pas rêver, soit parce que c'est notre famille qui attend de nous qu'on fasse un métier en particulier, parce qu'il est plutôt classique ou prestigieux, soit parce que de base c'est inatteignable, parce que ça nous demanderait trop d'efforts pour y arriver là, parce qu'on est une femme en fait. La conséquence, c'est qu'on vit la vie de quelqu'un d'autre. C'est une espèce de projection de la parfaite élève que quelqu'un voyait en nous. Un bon élève qui produit, qui se soumet, qui obéit, qui respecte les règles. Un membre parfait de la société. J'utilise des mots crus comme se soumet pour exprimer mon idée, mais c'est caricaturé, mais on y est quand même un peu. Mais jouer le rôle de la bonne élève pour ne pas prendre le risque, c'est prendre le risque de regretter notre carrière professionnelle tout entière. On arrive donc au préjudice de ce syndrome. Au final, tout ça, c'est pas les attentes du monde professionnel, parce que c'est un monde d'hommes, d'initiative. C'est la raison pour laquelle tant de dirigeants sont encore des hommes et pas des femmes. Il y a tout qui se détermine à l'enfance. Et les fonctions les mieux rémunérées de cadres dirigeants et d'experts sont encore massivement assumées par des hommes dans la majorité des entreprises, dans la majorité des pays. On voit dans cet article un homme cadre dirigeant qui dit explicitement « elles sont bonnes élèves, c'est bien,
C'est tellement bien d'avoir une équipe de femmes, elles travaillent, elles savent défendre leurs idées, sauf que quand il faut prendre une décision, elles ont tendance à s'abriter derrière le chef par peur de l'erreur, zone d'inconfort, soumission. Et donc être trop sage, ça montre bien que c'est se marcher sur les pieds, ne jamais s'élever, parce que t'es écrasé par le poids des règles et le poids de la charge qu'on te met sur les épaules aussi, toutes ces attentes. On finit par s'épuiser, on a trop de pression, on fait un burn-out. Et en plus du fait que ça ralentit notre carrière, on a un sentiment très très fort d'injustice. Et c'est un problème en organisation aussi, même quand on est à notre compte et qu'on n'a pas forcément de hiérarchie au-dessus de nous. On ne sait pas travailler efficacement car on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Et on reproduit même des schémas nocifs qui sabotagent en fait notre organisation. Mais alors comment le dépasser, ce syndrome de la bonne élève? Alors on peut y aller à la source, Abattre le système. Non, ça ce serait la partie révolutionnaire, mais bien sûr on peut parler de changer l'éducation des enfants, même si c'est compliqué parce qu'on a toujours des biais intériorisés, c'est assez difficile de ne pas voir tout ce qu'on reproduit sans faire exprès. Mais de base c'est important d'inviter les jeunes à s'exprimer, de sortir un peu des clous, leur laisser prendre des initiatives, ne pas attendre qu'une seule réponse. L'idéal serait d'annihiler les différences invisible mais bien présente entre les filles et les garçons. Je pense que ce serait cool de préparer les enfants au monde du travail tout simplement pour briser ce syndrome dès l'entrée à la maturité. Et un des gros problèmes aussi, c'est la vision de l'autorité. Il faudrait proposer une perception plus saine de tout ça, de la hiérarchie, comme quelque chose à respecter certes, mais à remettre en question si besoin. Mais quand ça nous porte déjà préjudice au quotidien et dans notre vie professionnelle, c'est plus compliqué. Mais déjà premièrement, je dirais que c'est important d'identifier les codes qu'on reproduit du coup et qui ne nous appartiennent pas. Ceux qui sont nocifs, ceux qui nous enferment, il faudrait les déconstruire. Pourquoi on les suit de base? Qu'est-ce qu'on essaye de reproduire ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Et pourquoi pas les laisser tomber? Et de base, je serais toujours partisane de oser être soi, réapprendre à se connaître, laisser le feeling faire, lâcher prise, et surtout s'exprimer. Alors c'est bien de le faire à petits pas au début, mais de laisser ça prendre l'ampleur, prendre un peu la température et surtout voir comment on se sent au fur et à mesure qu'on laisse notre personnalité prendre le dessus. Ce qui nous fait peur, c'est les conséquences, mais au final, les conséquences vont pas avoir tant d'impact sur notre vie directement. Beaucoup plaire, c'est aussi parfois déplaire. Mais vous verrez qu'on est quand même plus à l'aise quand on est nous-mêmes, plutôt que quand on essaye de plaire à tout le monde, mais qu'on est enfermé dans une petite case comme ça. Pour la façon de travailler, simplement s'affranchir des règles, de tout ce qui est planning et productivité, pour faire un truc qui nous ressemble un peu plus. Par exemple, prendre des risques, même si on a fait un plan avant pour un peu se structurer, mais peut-être laisser un peu plus parler notre créativité dans notre organisation, rajouter un peu de couleur là-dedans. Il y a quand même quelque chose d'important à dire, c'est que si le syndrome fait partie de nous, que ça fait maintenant partie de notre fonctionnement, parfois il faut aussi savoir l'accepter. Ce syndrome de la bonne élève, on n'arrive pas toujours à s'en détacher. Donc parfois, on peut en faire une force, se l'approprier, le remodeler pour que ce soit un peu plus nous, mais du coup être une personne structurée, mais avec ses propres idées. Ce syndrome nous prouve encore une fois que devoir s'adapter à la société, ça demande des efforts. Mais pour avoir ce qu'on veut, il faut parfois simplement y aller au culot et rester soi-même. J'ai très envie de lire vos impressions et vos expériences dans les commentaires, donc si ce syndrome vous touche ou si vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, avec respect bien sûr. Si vous avez des suggestions de thèmes, je suis aussi à l'écoute, j'adorerais continuer des vidéos dans ce genre. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Zoubi.